Le sang, au goût métallique de cuivre, avait toujours un arrière-goût amer, surtout quand il se mélangeait au champagne de la haute société. Ce soir devait être un triomphe pour la dynastie immobilière Harrington, un gala étincelant sous les immenses lustres baccarat de l'Hôtel Pierre à New York. Au lieu de cela, c'était une vente aux enchères à peine déguisée. Clara se tenait dans l'ombre, l'esprit meurtri. Pendant ce temps, sa sœur paradait comme une jument de concours incrustée de diamants. Personne ne veut de toi, lui avait sifflé Vivienne quelques instants plus tôt. Un venin cruel destiné à la maintenir fermement à sa place. Mais les insultes mesquines n'ont aucun pouvoir sur le prédateur alpha qui s'apprêtait à franchir les lourdes portes en chaîne de la salle de bal. Un homme qui convoitait précisément ce que tout le monde rejetait. L'air dans la grande salle de bal de l'Hôtel Pierre était lourd. Il était chargé de l'odeur des lys blancs, du parfum coûteux de Tom Ford et du désespoir. Pour un œil non averti, ce n'était qu'un autre gala de charité pour l'élite de Manhattan. Une mer de smoking sur mesure et de robes haute couture. Mais Clara Harrington, elle, savait la vérité. Elle connaissait les chiffres exacts cachés dans les colonnes rouges des registres privés de son père. Elle savait que la famille Harrington perdait de l'argent à flot. Leur héritage était au bord du gouffre, poussé par un investissement catastrophique dans un projet commercial voué à l'échec à Hudson Yards. Arthur Harrington, un homme dont la vanité n'avait d'égal que son piètre sens des affaires, tenait salon près de la sculpture de glace. Il transpirait abondamment dans son col marron. Il riait trop fort à une blague d'un conseiller municipal, désespéré de projeter une illusion de richesse. Clara l'observait depuis son exil volontaire, près d'un imposant pilier de marbre. Elle tenait à la main un verre à moitié vide de Prosecco tiède et sans bulle. Elle se sentait complètement déplacée, un moineau piégé dans une volière de paon. Pendant ce temps, sa sœur aînée, Vivienne, était drapée dans une robe dos nu sur mesure d'Oscar de la Renta, d'un bleu nuit. Une robe payée avec une ligne de crédit qu'il ne pouvait plus se permettre. Clara portait une robe en soie émeraude de prêt-à-porter de chez Bloomingdale's, qu'elle avait elle-même retouchée. Elle n'était pas laide, mais il lui manquait l'éclat ostentatoire qu'exigeait la pièce. Elle était sobre, discrète et facile à ignorer, tout comme Clara elle-même. « Tu es trop près de la table des desserts. » On dirait une responsable du traiteur. Une voix tranchante perça le bourdonnement du quatuor à cordes qui jouait un morceau de Vivaldi en sourdine. Clara n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Vivienne. Sa sœur sentait intensément le Chanel numéro 5 et la méchanceté. Vivienne pénétra dans l'espace personnel limité de Clara. Son collier Alhambra de Van Cleef & Arpels captait la lumière des lustres. « Je reste juste à l'écart, Viv », murmura Clara, les yeux fixés sur la fontaine de champagne bouillonnante de l'autre côté de la pièce. Exactement comme père l'a demandé. « Eh bien, tu fais ça très mal, lança Vivienne, ses doigts parfaitement manucurés, ajustant une boucle rebelle de ses cheveux blonds dorés. « Tu as l'air malheureuse. C'est déprimant. Ce soir, c'est la nuit la plus importante de ma vie, et je ne te laisserai pas gâcher l'esthétique avec ta petite aura tragique. » Clara se tourna enfin pour regarder sa sœur. Vivienne était d'une beauté indéniable, mais c'était une beauté froide et tranchante. « C'est la nuit la plus importante de la vie de la famille, » corrigea doucement Clara. « Si père n'obtient pas le prêt relais ce soir, la banque saisira le domaine du Connecticut d'ici vendredi, puis le penthouse. » Vivienne agita la main avec dédain, son bracelet de tennis en diamant étincelant. « Père s'en occupe. Il va me présenter à l'investisseur principal ce soir, un gestionnaire de fonds privés. Une fois qu'il m'aura vu, le prêt est garanti. » Vivienne afficha un sourire cruel et prédateur. « C'est comme ça que le monde réel fonctionne, Clara. Les hommes qui ont de l'argent veulent de belles choses parfaites à leurs bras pour frimer devant leurs rivaux. Ils veulent quelqu'un qui appartienne à ce monde. » Elle toisa de haut en bas la modeste robe émeraude de Clara, sa lèvre se retroussant en un rictus méprisant. « C'est pourquoi tu seras toujours cachée dans les coins à jouer avec tes petites tableurs. Tu es trop douce, trop banale. Personne ne veut de toi, Clara. Alors rends-nous service à tous et va te cacher au vestiaire jusqu'à ce qu'il soit l'heure de partir. » Les mots frappèrent avec une précision exercée, s'enfonçant profondément dans les vieilles blessures familières de l'estime de soi de Clara. Elle déglutit difficilement, forçant son visage à rester un masque vide et impassible. Elle refusa de donner à Vivienne la satisfaction de voir les larmes poindre au coin de ses yeux.
Je resterai à l'écart, murmura Clara en tournant le dos à la piste de danse. Elle se retira ainsi plus profondément dans l'ombre de l'alcôve. Vivienne ricana doucement, un son de victoire absolue, et s'éloigna pour rejoindre leur père. Clara appuya sa tête contre le plâtre froid du mur. En fermant les yeux, elle ne désirait rien de plus que de se glisser par la sortie de secours, héler un taxi jaune et disparaître dans l'anonymat de la nuit new-yorkaise. Mais Clara ne pouvait pas partir, car Vivienne et Arthur étaient des imbéciles. Ils pensaient avoir affaire à une société de capital investissement traditionnelle. Un groupe de banquiers en costume de Wall Street qui respectaient les règles de la SEC. Clara, qui avait réellement audité les comptes labyrinthiques de la famille, avait retracé les sociétés écrans et les avoirs offshore de leur mystérieux sauveur. L'argent ne venait pas de Wall Street. Il venait des quais du New Jersey, de routes maritimes illicites, du sang et du béton. Le gestionnaire de fonds privés qu'Arthur espérait charmer n'était autre que Roman Cavalli, le chef impitoyable du syndicat Cavalli, un homme qui avait violemment absorbé les restes des anciennes opérations Lucchese et Gambino pour bâtir un empire moderne et terrifiant. Et Roman Cavalli ne participait pas au gala de charité pour se laisser charmer par de jolies mondaines. Il venait récupérer ce qui lui appartenait. À précisément 22h30, l'atmosphère de la grande salle de bal subit un changement sismique. Ce n'est pas que la musique s'arrêta. Le quatuor continua de jouer, mais le volume de la foule chuta soudainement. Une inspiration collective se propagea de l'entrée jusqu'aux tables VIP à l'arrière. La température dans la pièce sembla chuter de 10 degrés. Clara ouvrit les yeux, instantanément alerte. Les lourdes portes en chêne avaient été ouvertes par 2 gardes de sécurité de l'hôtel qui semblaient visiblement nerveux. Roman Cavalli franchit le seuil. Il ne marchait pas, il dévorait l'espace autour de lui. Mesurant 1,91 m, il portait un costume Loro Piana anthracite taillé si parfaitement qu'il ressemblait à une armure sur sa large carrure athlétique. Il n'y avait pas de cravate, juste une chemise blanche impeccable, déboutonnée au col, exposant le léger contour d'un tatouage sombre sur sa clavicule. Ses cheveux étaient d'un noir de jais, coiffés en arrière avec une précision négligente. Son visage était taillé dans le granit, mâchoire acérée, nez aristocratique et des yeux de la couleur de nuages d'orage meurtri. Une fine cicatrice en zigzag traversait son sourcil gauche, témoignage silencieux d'un passé violent qu'il n'avait jamais cherché à cacher. Il était accompagné de 2 hommes qui se déplaçaient avec la grâce silencieuse et mortelle de prédateurs alpha, leurs yeux balayant la pièce, évaluant les menaces. Mais Roman semblait parfaitement à l'aise, un roi inspectant un territoire nouvellement conquis. Arthur Harrington fait-il trébucher sur ses propres pieds en se précipitant pour intercepter le chef de la mafia, traînant Vivienne par le poignet. Clara observait depuis son poste d'observation caché, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle n'avait jamais vu Roman Cavalli en personne. Seulement des photos de surveillance granuleuse et des actes d'accusation fédéraux lourdement censurés qu'elle avait trouvés sur le dark web. La réalité de sa présence était suffocante. Il dégageait une aura de danger absolu, une gravité sombre qui déformait l'air même autour de lui. Monsieur Cavalli, Roman, mon ami, Clarona Arthur, sa voix se brisant légèrement sous l'effet d'une terreur déguisée en jovialité forcée. Il tendit la main. Roman s'arrêta. Il ne regarda pas la main tendue d'Arthur. Il se contenta de fixer l'homme plus âgé avec une expression vide et indéchiffrable. Le silence s'étira, atroce et humiliant, jusqu'à ce qu'Arthur abaisse lentement son bras en tout sautant nerveusement. « Nous sommes si honorés que vous ayez pu venir, » balbutia Arthur, son charme mielleux s'évaporant sous le regard glacial de Roman. « Permettez-moi de vous présenter ma fille, Vivienne. Elle avait tellement hâte de vous rencontrer. » Vivienne s'avança, déployant un sourire éblouissant et bien rodé. Elle cambra légèrement le dos, s'assurant que le profond décolleté de sa robe Oscar de la Renta fasse exactement ce pourquoi il était conçu. « C'est un plaisir, monsieur Cavalli, » ronronna-t-elle, sa voix baissant d'une octave, en tendant une main fine ornée de diamants. « Mon père m'a tant parlé de vos investissements impressionnants. » Roman tourna lentement son regard vers Vivienne. Il regarda sa main, puis son visage. Son expression ne changea pas. Il n'y eut aucune lueur d'intérêt, aucune étincelle de désir. Il la regarda comme un homme regarderait une œuvre d'art moderne légèrement agaçante. Brièvement, et avec une apathie totale.
Il ne prit pas sa main. Le sourire de Vivienne vacilla. Une fissure dans son masque de porcelaine impeccable. Un murmure de chuchotement choqué s'éleva des invités voisins qui écoutaient effrontément aux portes. Être publiquement ignoré dans la haute société était une blessure mortelle. Être ignoré par l'homme le plus dangereux de la ville était une condamnation à mort pour le statut social des Harrington. Arthur. Roman parla enfin. Sa voix était un baryton grave et rauque qui fit frissonner Clara à 12 mètres de distance. Elle n'était pas forte, mais elle commandait une autorité absolue. Je ne suis pas ici pour une visite de courtoisie et je ne suis certainement pas ici pour acheter une femme trophée. Vivienne haleta, son visage devenant cramoisi de mortification. Elle recula d'un pas, ses mains se portant à sa poitrine. Arthur semblait sur le point de s'évanouir, la couleur quittant ses joues, le laissant d'un jaune pâle maladif. « Roman, s'il vous plaît, » supplia Arthur, abandonnant toute prétention. « Les papiers sont prêts. La garantie est assurée. Nous devons juste finaliser le transfert. »« La garantie ne vaut rien, Arthur, » l'interrompit Roman d'un ton las. « Vos propriétés de Hudson Yards sont embourbées dans des litiges de zonage. Je possède les juges, mais je n'aime pas attendre. Vos comptes sont un désastre. Vous me mentez depuis 6 mois. » Arthur ouvrit la bouche pour protester, mais Roman avait déjà cessé de lui prêter attention. Le chef de la mafia tourna lentement la tête, ses yeux sombres et orageux balayant la foule de mondains terrifiés. Il ignora le maire, les milliardaires des fonds spéculatifs et les politiciens désespérés. Son regard transperça les distractions scintillantes de la salle de bal comme un laser. Et puis, ses yeux se posèrent sur la sombre alcôve. Il croisa le regard de Clara. À travers la vaste étendue de la salle de bal de l'Hôtel Pierre, à travers la mer de soie et de diamants, l'homme le plus redouté de New York cessa de chercher. Clara se figea, le souffle coupé. Elle essaya de reculer pour se fondre davantage dans l'ombre du pilier de marbre, mais elle était clouée sur place par l'intensité de son regard. Sans un mot de plus pour Arthur ou Vivienne humiliée, Roman Cavalli se mit à marcher. La foule s'écarta instinctivement devant lui, comme la mer Rouge devant Moïse. Personne n'osait se mettre sur son chemin. Les chuchotements devinrent frénétiques. Où va-t-il? Qui regarde-t-il? Vivienne se tourna, ses yeux suivant le chemin de Roman, et quand elle réalisa la trajectoire qu'il prenait, sa mâchoire tomba d'incrédulité. Il traversait la salle de bal, et il se dirigeait droit vers la fille à la robe émeraude de prêt-à-porter. Les mains de Clara se mirent à trembler. Elle posa rapidement sa flûte de champagne sur le plateau d'un serveur qui passait, terrifié à l'idée de la laisser tomber. « Cours !» hurla son instinct de survie. « Sors par la porte de service. Prends l'escalier de secours. Sors de ce bâtiment. » Mais ses jambes semblaient de plomb. Elle était un cerf pris dans les phares d'une Mercedes Maybach aux vitres teintées. Paralysée par la force imminente qui fondait sur elle, Roman combla la distance avec une grâce de prédateur. Alors qu'il approchait, sa taille imposante devint écrasante. Il s'arrêta à moins de 60 centimètres d'elle, envahissant complètement son espace personnel. De près, il sentait le bois de cèdre, l'air froid de la nuit et la chaleur faible et coûteuse du Bourbon Pappy Van Winkle. Toute la salle de bal était devenue silencieuse. Même le quatuor à cordes s'était nerveusement tu, laissant un silence oppressant et lourd. Tous les yeux dans la pièce étaient fixés sur le coin sombre où le chef de la mafia se tenait au-dessus de la fille Harrington oubliée. Roman la dévisagea, ses yeux sombres analysant chaque centimètre de son visage. Il observa ses grands yeux noisettes effrayés, la rougeur nerveuse sur ses joues et l'élégance simple de la soie émeraude qui drapait sa silhouette. « Vous tremblez, » déclara-t-il. « Ce n'était pas une question. Vous êtes terrifiant, » réussit à murmurer Clara, regrettant instantanément son honnêteté. Elle se prépara à sa colère, mais un léger rictus, presque imperceptible, toucha le coin de la bouche de Roman. « Bien, la peur vous maintient en vie dans mon monde, » murmura-t-il, sa voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. Il pencha légèrement la tête. « Vous ne ressemblez pas à votre sœur. Je considère ça comme une bénédiction, » répondit Clara. Une étincelle de sarcasme défensif lui échappa avant qu'elle ne puisse se mordre la langue. Le rictus s'approfondit en un sourire sincère, bien que bref. Il transforma ses traits durs, le rendant d'une beauté dévastatrice pendant une seconde fugace, avant que le masque de granit ne se remette en place.
Arthur et Vivienne s'étaient enfin remis de leur choc et sprintèrent pratiquement à travers la salle de bal, bousculant les invités figés. Monsieur Cavalli, Roman, s'il vous plaît. Il y a eu un malentendu, allaiта Arthur en s'approchant derrière le chef de la mafia. Voici ma plus jeune fille, Clara. Elle ne, elle n'est pas impliquée dans les affaires familiales. Elle n'est qu'une comptable. Si vous voulez discuter des termes du prêt, nous avons une suite privée réservée à l'étage. Roman ne se retourna pas. Il n'accusa même pas réception de la présence d'Arthur. Il garda les yeux rivés sur Clara, la piégeant dans sa gravité. Une comptable, songea Roman, le gravier dans sa voix écorchant ses nerfs. C'est comme ça que vous appelez ça, Arthur? Parce que, de mon point de vue, cette fille est la seule de toute votre pathétique lignée à avoir un cerveau qui fonctionne. Vivienne haleta bruyamment. Pardon? Roman tourna enfin la tête, jetant un regard glacial par-dessus son épaule à Vivienne. Tais-toi, dit-il simplement. L'ordre était si froid, si dénué d'émotion, que Vivienne ferma instantanément la bouche, reculant d'un pas terrifié. Roman reporta son attention sur Clara. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste Loro Piana et en sortit un smartphone noir et élégant. Il tapota l'écran une fois et le leva pour que Clara puisse le voir. Sur l'écran se trouvait une chaîne d'emails imprimée et lourdement cryptée. C'était une conversation détaillant les vulnérabilités exactes du projet Hudson Yards, les comptes offshore cachés qu'Arthur utilisait pour dissimuler son argent restant, et une proposition très complexe et brillamment structurée pour un plan de restructuration de la dette. Un plan qui transférerait légalement les actifs des Harrington à une société holding sans déclencher d'audit fédéral. L'alias de l'expéditeur était C.H. Oracle. Le sang de Clara se glaça. Le sol semblait basculer sous ses pieds. « Votre père pensait qu'il négociait avec moi, » dit Roman, sa voix tombant dans un ronronnement bas et dangereux. Il pensait que son baratin d'avocat et le décolleté plongeant de sa fille allaient m'aveugler sur le fait qu'il essayait de me voler 40 millions de dollars. Il n'avait aucune idée que depuis 3 semaines, je négociais le véritable accord avec C.H. Il s'approcha, sa poitrine frôlant presque la sienne. « Vous êtes brillante, Clara, impitoyable avec les chiffres. Vous m'avez servi la tête de votre père sur un plateau d'argent. Vous avez détaillé exactement comment le dépouiller de sa fortune restante, et vous avez construit une forteresse autour du seul actif qui compte vraiment, le domaine du Connecticut. » Arthur bégayait derrière eux, comprenant juste assez pour réaliser qu'il avait été trahi de l'intérieur. « Clara, de quoi parle-t-il? Tu lui as envoyé nos dossiers privés? » « Je lui ai envoyé la vérité, père, » dit Clara, sa voix tremblante mais trouvant soudain une force d'acier. Elle leva les yeux vers Roman, refusant de reculer devant le prédateur. « Si je n'avais pas restructuré la dette, le FBI vous aurait arrêté d'ici lundi pour fraude électronique et la banque aurait tout pris de toute façon. J'ai échangé les mauvais actifs pour sauver la maison. C'était une nécessité mathématique. C'est de la trahison, siffla Vivienne venimeusement. Espèce de petite vermine. Tu nous as vendus parce que tu es jalouse. Je vous ai vendus parce que vous êtes incompétent, rétorqua Clara. Les années de rage refoulée remontaient enfin à la surface. Elle se tourna vers Roman. L'accord a été accepté via le serveur crypté. Les actifs sont à vous. La dette est réglée. Vous avez ce que vous voulez, Monsieur Cavalli. Pourquoi êtes-vous ici? Les yeux de Roman s'assombrirent, un feu dangereux s'allumant dans leur profondeur. Il tendit lentement la main, sa grande main cailleuse et marquée par des années de violence de rue, écartant doucement une mèche de cheveux du visage de Clara. Le contact fut électrique, envoyant une décharge de chaleur directement dans son fort intérieur. « Parce que l'accord n'est pas terminé, » dit doucement Roman. Il tourna les talons pour faire face à Arthur, sa carrure massive protégeant Clara de sa famille. « Voici les nouvelles conditions, Arthur, » annonça Roman, sa voix portant sans effort à travers la salle de bal silencieuse. J'efface la dette de 40 millions de dollars. Je déchire l'hypothèque sur le penthouse et je laisse le domaine du Connecticut intact. Le nom Harrington survivra à la semaine. Vous pourrez continuer à faire semblant avec vos amis riches. Les yeux d'Arthur s'écarquillèrent d'incrédulité. Vous faites ça? Mais pourquoi? Que voulez-vous en retour? Roman n'hésita pas. Il tendit la main en arrière, attrapa la main de Clara et la tira fermement à ses côtés. Sa poigne était un étau de fer, possessif et incassable. « Elle », déclara Roman.
La pièce éclata en halètements étouffés. Vivienne semblait avoir été frappée par la foudre, son visage se tordant en un masque hideux de choc et d'envie. « Vous voulez, Clara? » balbutia Arthur déconcerté. « Mais Vivienne est juste là. Vivienne était préparée pour... Si vous me proposez cette poupée de plastique insipide une fois de plus, Arthur, je réduirai votre penthouse en cendres avec vous à l'intérieur, premier Roman. » Sa voix était dénuée de toute colère théâtrale, ce qui la rendait d'autant plus terrifiante. Il baissa les yeux vers Clara, ses pouces traçant lentement le pouls affolé à son poignet. « Je ne veux pas un pion, je veux l'architecte. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse diriger la façade légitime de mon empire. Quelqu'un qui comprend les chiffres mieux que mes propres comptables, et quelqu'un d'assez impitoyable pour vendre son propre sang pour survivre. » Il se pencha, ses lèvres planant à quelques centimètres de son oreille. « Vous n'avez pas votre place dans l'ombre, Clara, et vous n'avez certainement pas votre place avec des gens qui ne connaissent pas votre valeur. » Roman se redressa, ses yeux se plantant dans ceux d'Arthur. « Elle part avec moi ce soir. Elle appartient désormais au syndicat Cavalier. Si vous essayez de la contacter, si vous essayez d'empêcher cela, l'accord est annulé, et je vous enterrerai sous le béton de votre propre bâtiment en faillite. Est-ce que nous nous comprenons? » Arthur, brisé et complètement vaincu, hocha lentement la tête. « Oui, oui, monsieur Cavalier. »« Tadez !» hurla Vivienne, incapable de contenir sa fureur. « Vous ne pouvez pas faire ça. Elle n'est rien. Je suis le visage de cette famille. Personne ne veut d'elle. » Roman s'arrêta. Il tourna lentement la tête, lançant à Vivienne un regard si froid qu'il aurait pu geler l'enfer. « Vous vous trompez, » dit Roman, sa voix résonnant dans le grand hall. « Je la veux, et ce que je veux, je le prends. » Sans attendre d'autres réponses, Roman tira Clara en avant. Elle trébucha légèrement sur ses talons, mais sa main sur sa taille la stabilisa, l'ancrant à ses côtés. Ensemble, ils retraversèrent la salle de bal. L'élite de New York s'écarta une fois de plus pour eux, regardant en silence, stupéfaite. La fille Harrington banale et oubliée être escortée hors des grandes portes doubles par l'homme le plus dangereux de la ville. Alors qu'ils sortaient, dans l'air frais et vif de la nuit de Manhattan, vers le convoi de CSUV noirs qui les attendait, Clara réalisa avec un frisson terrifiant que sa vie dans l'ombre était terminée. Elle venait de passer un pacte avec le diable. Et le diable lui tenait la main. L'intérieur de la Mercedes Maybach était une chambre d'isolation sensorielle, faite de cuir noir et de verre blindé teinté. Alors que la lourde portière se refermait avec un bruit sourd, scellant Clara à l'intérieur avec le monstre qui venait d'acheter sa vie, le bruit chaotique de Manhattan disparut. Il fut remplacé par le bourdonnement bas et puissant du moteur V12 et le rythme terrifiant de son propre cœur. Roman était assis en face d'elle, ses longues jambes étendues, occupant la majeure partie de l'espace arrière de la cabine. Il ne parla pas tandis que le convoi de SUV noirs quittait sans heurts l'hôtel Pierre, s'engageant sur la 5e avenue. Au lieu de cela, il ouvrit une carafe en cristal dissimulé et versa 2 doigts de Macallan 25 dans un verre à whisky. Il ne lui en proposa pas. Clara se serra dans le coin de son siège, agrippant son petit sac de soirée comme un bouclier. Elle regarda les lumières de la ville défiler par la fenêtre, les enseignes au néon de Times Square, laissant place à la portion plus sombre et plus calme de la West Side Highway. Il se dirigeait vers le pont George Washington. Il quittait la ville. « Vous pouvez arrêter d'hyperventiler. » La voix de Roman brissa le lourd silence. Il prit une lente gorgée de scotch, ses yeux sombres l'étudiant par-dessus le bord du verre. « Si je vous voulais morte, Arthur assisterait à vos funérailles mardi. Il ne serait pas en train de vider son bureau. »« Où m'emmenez-vous » demanda Clara, sa voix étonnamment stable malgré le tremblement de ses mains. « À la maison » répondit simplement Roman. « Je n'ai plus de maison. Vous venez de vous en assurer. » Un petit rire vibra dans la poitrine de Roman. « Le penthouse d'Arthur n'a jamais été votre maison, Clara. C'était une cage dorée où ils vous gardaient enfermés au sous-sol pour faire leurs calculs. Vous étiez Cendrillon avec un terminal Bloomberg. Maintenant, vous travaillez pour moi. Et quel est exactement mon titre de poste, Monsieur Cavalier? Otage? Garantie? » Roman posa son verre sur la console en noyer poli. Il se pencha en avant, sa proximité soudaine coupant le souffle de Clara. Son odeur, cèdre et poudre à canon, submergea ses sens. « Partenaire, dit-il doucement.
Clara cligna des yeux, véritablement stupéfaite. Pardon? Le syndicat Cavalier n'est plus une opération de rue qui gère des paris et brise des rotules à Little Italy, expliqua Roman, son ton devenant clinique, presque académique. Nous possédons un pourcentage significatif de l'immobilier commercial sur la côte Est. Nous avons des participations majoritaires dans des compagnies maritimes légitimes, la gestion des déchets et des centres de données offshore. Nous brassons des milliards. Mon précédent directeur financier a pris sa retraite, brusquement, le mois dernier. Clara déglutit difficilement, comprenant parfaitement l'implication du mot « retraite » dans son monde. « Et vous pensez que je peux le remplacer? » « Je sais que vous le pouvez, » affirma Roman avec une certitude absolue. « J'ai lu la proposition de restructuration de la dette que vous m'avez envoyée pour le portefeuille désastreux de votre père. La façon dont vous avez utilisé les sociétés écrans des îles Caïmans pour contourner le signalement de l'IRS sur la propriété de Hudson Yards était tout simplement artistique. Vous avez un esprit criminel, Clara. Vous l'avez juste utilisé pour sauver des lâches. La Maybach passa par la voie de télépéage du pont, les pneus vrombissant sur l'asphalte alors qu'ils entraient dans le New Jersey. « Je ne truquerai pas les comptes pour nuire à des innocents, » dit Clara, traçant une ligne dans le sol. Même assise dans la fosse aux lions. Roman se pencha en arrière, un amusement sombre dansant dans ses yeux. L'innocence est un mythe inventé par les pauvres pour se sentir mieux de ne pas avoir de pouvoir. Mais ne vous inquiétez pas, Clara, vous ne vous occuperez pas du sang, vous ne ferez que nettoyer l'argent qu'il achète. 40 minutes plus tard, le convoi s'engagea sur une route privée sinueuse à Alpine, dans le New Jersey, l'un des codes postaux les plus riches et les plus isolés du pays. D'imposants portails en fer forgé, flanqués de piliers en pierre et de caméras de sécurité bien visibles, s'ouvrirent silencieusement pour les laisser entrer. Le domaine était une immense forteresse moderne de verre, d'acier et de pierres sombres, adossée à une dense rangée de chênes centenaires. Des hommes en costumes sombres, avec des oreillettes visibles, patrouillaient le périmètre. C'était magnifique, une perfection architecturale et absolument terrifiant. Roman l'escorta à l'intérieur. Le hall d'entrée était vaste, dominé par un escalier flottant majestueux et une immense toile originale de Mark Rothko qui saignait des rouges et des noirs sombres sur les murs d'un blanc éclatant. « L'aile est à vous, » lui dit Roman, en déboutonnant sa veste de costume et en l'attendant à une gouvernante silencieuse qui attendait. « Vous avez une suite parentale et un bureau privé. Votre garde-robe a été approvisionnée. J'ai pris la liberté de faire estimer vos tailles par un styliste à partir de photos de surveillance. Demain à 8 heures du matin, mon chef de l'informatique vous donnera accès aux serveurs internes. Dormez un peu, Clara. Le vrai travail commence à l'aube. » Il se tourna pour s'éloigner, disparaissant dans les profondeurs du manoir, laissant Clara debout dans le hall de sa luxueuse prison high-tech. Elle était terrifiée, oui, mais alors qu'elle regardait le couloir menant à son nouveau bureau, un frisson étrange et interdit jaillit dans sa poitrine. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un l'avait regardée et avait vu sa vraie valeur, même si ce quelqu'un était un monstre. Les 3 semaines suivantes furent une masterclass en chaos organisé. Le nouveau bureau de Clara était un centre de commandement qui aurait fait pleurer d'envie un gestionnaire de fonds spéculatifs de Wall Street. 3 moniteurs OLED incurvés reposaient sur une immense plaque de marbre noir qui servait de bureau. Les serveurs auxquels elle était connectée étaient lourdement cryptés, rebondissant à travers des dizaines de proxys internationaux avant d'atteindre la base de données centrale du syndicat. Elle apprit rapidement que Roman n'avait pas exagéré. L'Empire Cavalier était stupéfiant. Il ne s'agissait pas seulement de jeux d'argent illégaux ou d'extorsion. Il était profondément ancré dans l'infrastructure légitime de la ville. Ils avaient leurs mains dans le béton coulé pour les nouveaux terminaux de l'aéroport LaGuardia, les contrats de nettoyage pour 3 arrondissements et une flotte massive de porte-conteneurs opérant depuis le port de Newark. Et c'était un désordre financier. Le précédent directeur financier de Roman était de la vieille école, cachant l'argent dans de maladroites opérations immobilières et des comptes offshore qui devenaient de plus en plus vulnérables aux nouveaux algorithmes du département du Trésor. Clara se jeta sur les registres comme un loup affamé. Elle passait 18 heures par jour dans son bureau, soutenue par du café noir et la pure adrénaline de démêler l'immense toile corrompue. Elle automatisa les protocoles de blanchiment en utilisant des microtransactions via un réseau de sociétés écrans liées à des applications de jeux mobiles,
une méthode pratiquement intraçable par les autorités fédérales. Elle restructura la paie de leurs sous-traitants, les faisant sortir complètement du système. Roman lui rendait visite dans son bureau tous les soirs. Au début, c'était pour vérifier ses progrès, pour s'assurer qu'elle n'essayait pas de contacter l'FBI. Mais au fil des jours et des semaines, la dynamique changea. Il arrivait vers minuit, versant 2 verres de scotch. Il avait appris qu'elle préférait un single malt fumé d'Islay à son Macallan et se tenait derrière sa chaise, regardant les lignes de code et les données financières défiler sur ses écrans. Vous avez réduit notre charge fiscale sur les propriétés commerciales de Brooklyn de 40%, observa Roman un mardi soir, sa voix un grondement sourd juste à côté de son oreille. Il se pencha sur elle pour pointer l'écran, sa poitrine frôlant son épaule. La chaleur qui émanait de lui était une distraction constante. J'ai simplement reclassé les rénovations structurelles comme une dépréciation d'actifs plutôt que comme des améliorations de capital, dit Clara, essayant de garder sa voix professionnelle. Bien que son pouls s'accélère, elle était hyper consciente de sa proximité, de son odeur, de la pure puissance physique enroulée sous ses costumes sur mesure. C'est complètement légal. Enfin, l'application du code des impôts est légale. Le fait que l'argent de la rénovation provienne d'un cercle de poker illégal à enjeu élevé dans le Queens est moins légal. Roman gloussa, le son envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. Vous êtes une femme terrifiante, Clara Harrington. Je suis juste douée en maths, se défendit-elle, en minimisant une fenêtre sur son écran. Ne faites pas ça, dit Roman, ses mains se posant soudainement sur son épaule pour la saisir. Ses doigts s'éteignent fin, l'ancrant. Ne vous diminuez pas. Votre sœur vous a fait ça. Votre père vous a fait ça. Dans cette maison, vous assumez votre génie. Clara leva les yeux vers lui, ses yeux noisettes rencontrant son regard sombre et intense. L'air entre eux crépitait d'une tension inexprimée. C'était un jeu dangereux auquel elle jouait. Elle tombait amoureuse du diable, séduite non par sa richesse, mais par son respect absolu et inébranlable pour son esprit. J'ai trouvé quelque chose, laissa échapper Clara, rompant le regard lourd, désespérée de changer de sujet, avant de faire quelque chose de stupide comme se pencher contre son contact. L'expression de Roman se durcit instantanément. Le bref moment de chaleur disparut, remplacé par le calcul froid d'un chef de la mafia. « Montrez-moi. » Clara ouvrit un nouveau dossier sécurisé. J'ai audité les manifestes d'expédition des opérations du port de Newark pour la dernière année fiscale, en particulier l'importation de marbre italien pour les projets de gratte-ciel. Une façade très lucrative, nota Roman. Des matériaux lourds, faciles à évider. Nous déplaçons beaucoup de cargaisons spécialisées à l'intérieur de ces expéditions. Exactement, dit Clara, affichant une feuille de calcul complexe. Mais les marges bénéficiaires ont diminué de façon constante au cours des 8 derniers mois. Au début, j'ai pensé que c'était l'inflation ou l'augmentation des droits de douane, mais les chiffres ne correspondaient pas. Le volume de la cargaison spécialisée transitant par le port n'a pas baissé, mais les revenus entrant dans nos comptes, c'est pas... Oui. La mâchoire de Roman se serra. Quelqu'un détourne de l'argent. Plus que ça, corrigea Clara, en surlignant une colonne en rouge. Ils vous saignent à blanc. C'est sophistiqué. Ils craignent des expéditions fantômes, enregistrent des caisses de marbre qui n'existent pas, payent des taxes d'importation sur celles-ci avec les comptes légitimes du syndicat, puis empochent la différence des ventes d'argent sale. Combien au cours des 8 derniers mois? Environ 12 millions de dollars. Le silence dans le bureau devint absolu. La température sembla chuter. Roman fixa l'écran, ses yeux suivant les chiffres que Clara avait parfaitement organisés. Il n'explosa pas. Il ne cria pas. Le calme terrifiant s'installa en lui. Le même calme que Clara avait observé dans la salle de bal avant qu'il ne ruine son père. « Qui est le contact pour les manifestes de Newark ?» demanda Roman, sa voix morte et silencieuse. Clara afficha le document final. « Matteo Rossi. » Roman se redressa lentement, sa main quittant son épaule. Matteo Rossi était l'un de ses capots les plus fiables, un homme qui était avec la famille Cavalli depuis que le père de Roman dirigeait le syndicat. « Imprimez le registre », ordonna doucement Roman. « Chaque page, chaque expédition fantôme, reliez-le dans un dossier physique. » Roman, dit Clara avec hésitation, se tournant sur sa chaise pour le regarder. « Matteo est très respecté dans votre organisation.
Si je me trompe à ce sujet, s'il y a une variable que j'ai manquée. Roman la regarda, ses yeux entièrement noirs, dépourvus de pitié. Vous trompez-vous, Clara? Elle pensa aux chiffres. Elle pensa aux heures qu'elle avait passées à tracer l'argent fantôme à travers des comptes offshore à Chypre et à Malte, jusqu'à des sociétés fictives appartenant à la femme de Matteo. Non, dit fermement Clara, je ne me trompe pas. Les chiffres sont absolus. Bien, dit Roman en se dirigeant vers la porte. Apportez le dossier dans mon bureau dans 10 minutes. Il est temps que vous voyiez ce qui arrive quand quelqu'un nous vole. Le bureau privé de Roman était une pièce caverneuse à l'arrière du domaine, tapissée de bibliothèques en acajou du sol au plafond et sentant fortement les cigares chers et le vieux papier. Une immense cheminée rugissait sur le mur du fond, projetant des ombres démoniaques vacillantes sur le tapis personne. Clara se tenait près du bord du lourd bureau en chaîne de Roman, serrant le dossier épais relié en cuir contre sa poitrine. Son cœur battait frénétiquement contre ses côtes. Les lourdes portes doubles s'ouvrirent, et deux des énormes gardes de sécurité de Roman escortèrent Matteo Rossi dans la pièce. Matteo était un bel homme d'une quarantaine d'années, portant un costume italien élégant, ses cheveux argentés plaqués en arrière. Il avait l'air agacé, mais pas effrayé. Il n'avait pas réalisé que le piège s'était déjà refermé. « Roman, patron, il est plus d'1 heure du matin, » dit Matteo doucement, en ajustant ses poignets alors que les gardes reculaient, scellant les portes derrière lui. « Quelle est l'urgence? Les fédéraux ont fait une descente dans un entrepôt. » Roman se tenait près de la cheminée, fixant les flammes. Il ne se retourna pas. « Pas de descente, Matteo. Asseyez-vous. » Matteo regarda le lourd fauteuil en cuir en face du bureau, mais resta debout. Il remarqua enfin Clara debout dans l'ombre. Un rictus méprisant retroussa sa lèvre. « Je vois que vous occupez la fille Harrington. » Matteo gloussa sombrement. Le bruit court qu'Arthur fait une dépression nerveuse. « Tu t'es acheté un joli petit animal de compagnie, Roman. Mais ne devrait-elle pas être dans la chambre? »« Pas dans le bureau. » Roman se retourna. L'expression sur son visage coupa le souffle de Clara. C'était un meurtre pur et sans mélange. Il traversa la pièce avec une vitesse terrifiante. Il ne leva pas les mains. Il ne sortit pas d'armes. Mais la seule force de sa présence fit physiquement reculer Matteo. Roman s'arrêta à quelques centimètres de l'homme plus âgé, le dominant. « Clara est ma directrice financière, » déclara Roman, sa voix un murmure mortel. « Vous vous adresserez à elle avec le même respect que vous m'adressez. Si jamais vous parlez d'elle comme ça à nouveau, je vous couperai la langue et la donnerai au chien. Est-ce que vous comprenez? » Matteo déglutit difficilement, le sourire arrogant s'effaçant de son visage, remplacé par une pâleur soudaine et maladive. Il hocha rapidement la tête. « Bien, » dit Roman en reculant légèrement. Il fit un geste vers le bureau. « Clara a examiné vos comptes au port de Newark. » Les yeux de Matteo se tournèrent vers Clara, puis vers le dossier épais entre ses mains. Une perle de sueur apparut sur son front. « Mais comptes, patron, le port fonctionne parfaitement. Les revenus ont baissé de 12 millions de dollars au cours des 3 derniers trimestres, » intervint Clara. Sa voix trembla une fraction de seconde avant que la logique glaciale des chiffres ne prenne le dessus. Elle s'avança, posa le dossier sur le bureau et le fit glisser vers Matteo. « Vous avez enregistré des expéditions de marbre, de Carrare et de première qualité via Aegis Logistics, mais le tonnage enregistré aux stations de paysage ne correspond pas aux déclarations en douane. Vous déplacez des conteneurs vides, payez la taxe avec l'argent du syndicat et empochez les revenus des ventes fantômes. » Matteo fixa le dossier comme si c'était une bombe. Il leva les yeux, une panique désespérée et féroce dans le regard. « C'est un mensonge. C'est une Harrington. Ce sont des rats, Roman. Elle essaie de me piéger pour déstabiliser la famille. »« Elle n'a pas besoin de vous piéger, Matteo, » dit calmement Roman en passant derrière son bureau. « Elle a les virements bancaires. Elle a suivi les fonds jusqu'à la banque de La Valette à Malte. Les comptes sont enregistrés au nom de jeune fille de votre femme. » Matteo se jeta vers le bureau, pointant un doigt tremblant vers Clara. « Espèce de petite... tu as manipulé les algorithmes. Roman, tu ne peux pas faire confiance à cette étrangère plutôt qu'au sang. » Avant que le doigt de Matteo ne puisse retomber, Roman bougea. Ce fut un éclair de mouvement. Il attrapa un lourd coupe-papier en bronze massif sur le bureau et l'abattit,
enfonçant la pointe acérée directement à travers le dos de la main de Matteo, l'épinglant au bois d'acajou. Matteo poussa un cri à glacer le sang, ses genoux fléchissant, mais sa main épinglée le maintint attaché au bureau. Il sanglota d'agonie, le sang s'accumulant rapidement autour de la pointe de bronze, dégoulinant sur le sol impeccable. Clara allaita, reculant d'un pas horrifié, ses mains volant à sa bouche. L'odeur métallique du sang emplit l'air, se mélangeant instantanément à la fumée de cigare. Roman ne broncha pas. Il se pencha sur le bureau, son visage à quelques centimètres du capot en pleurs et terrifié. « Les chiffres ne saignent pas, Matteo, murmura Roman, ses yeux sombres et vides. Et ils ne mentent pas. Mais vous, si. Roman, s'il te plaît, sanglota Matteo, son visage gris de choc. Je rembourserai. Je rendrai tout. Tu as volé la famille. Tu pensais que j'étais trop distrait pour le remarquer. Et pire, tu as insulté la femme qui t'a attrapé. » Roman saisit le manche du coupe-papier en bronze, lui donnant une torsion brutale et angoissante. Matteo hurla de nouveau, ses yeux se révulsant. « Emmenez-le au sous-sol, » ordonna Roman, sans quitter Matteo des yeux. Les deux gardes de sécurité s'avancèrent instantanément. L'un arracha le coupe-papier, provoquant une nouvelle giclée de sang, tandis que l'autre hissa Matteo, presque inconscient, par le col. Ils le traînèrent hors du bureau, laissant une traînée de cramoisie sur le parquet. Les lourdes portes se refermèrent. Le silence revint, lourd et suffocant. Clara se tenait figée contre les bibliothèques, tremblant violemment. Elle avait lu sur la violence de la mafia. Elle en avait vu les conséquences dans les registres, l'argent du silence, les fonds de nettoyage. Mais le voir se produire, regarder un homme être brutalement mutilé à quelques centimètres de son visage, brisa l'illusion du monde numérique propre et aseptisé dans lequel elle vivait. Roman attrapa un mouchoir en lin de sa poche et essuya calmement une goutte de sang sur son pouce. Il leva les yeux vers Clara, voyant sa terreur. Le masque froid et meurtrier fondit. Il jeta le mouchoir sur le bureau et marcha lentement vers l'endroit où elle se tenait. Il ne la toucha pas. Il savait qu'il ne fallait pas acculer un animal terrifié. « Regardez-moi, Clara, » ordonna-t-il doucement. Elle força ses yeux à rencontrer les siens. Des larmes coulaient sur ses joues, sa respiration était courte et saccadée. « Je vous ai dit que j'étais un monstre, » dit doucement Roman, sa voix dépourvue de fierté, l'énonçant comme un simple fait tragique. « C'est le monde que vous avez cartographié sur vos tableurs. Ce ne sont pas que des chiffres, c'est du sang. Si vous voulez partir, si c'est trop pour vous, je vous mettrai dans un jet privé ce soir. Je vous donnerai 5 millions de dollars et une nouvelle identité à Londres et vous ne me reverrez plus jamais. » Clara le fixa. Son esprit tournait à toute vitesse. Il lui offrait une porte de sortie. La liberté absolue. Elle pouvait échapper à sa famille cruelle, échapper à la violence, échapper à la terrifiante attraction gravitationnelle de Roman Cavalli. Elle regarda le sang sur le bureau. Puis elle regarda l'homme qui avait défendu son honneur. L'homme qui avait reconnu sa valeur quand le reste du monde l'avait traité comme un déchet. Lentement, délibérément, Clara tendit la main, ses doigts tremblants effleurant le revers de sa veste de costume, s'enroulant dans le tissu coûteux. « Je ne pars pas, » murmura Clara, l'acier revenant dans sa colonne vertébrale, remplaçant la peur par quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus profond. Qui d'autre va réparer le désordre que Matteo a fait dans vos comptes? Un sourire lent et dévastateur se répandit sur le visage de Roman. Il entra dans son espace, enroulant ses grands bras autour d'elle, la tirant contre sa poitrine. Il enfouit son visage dans ses cheveux, inhalant profondément. « Vous êtes exactement là où vous devez être, » murmura-t-il contre son oreille. Clara ferma les yeux, posant sa tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier et puissant de son cœur. Elle avait fait son choix. Les ombres avaient disparu. Elle se tenait maintenant dans le feu et elle réalisa avec une clarté terrifiante qu'elle aimait la chaleur. 6 mois passèrent et le fantôme de la fille à la robe de prêt-à-porter de Bloomingdale's fut entièrement éradiqué. Clara Harrington ne se cachait plus dans l'ombre des salles de bal ou dans les coins poussiéreux du bureau négligé de son père. Elle était devenue l'architecte incontesté de la nouvelle ère du syndicat Cavalli. Sa transformation était absolue. Elle troqua sa garde-robe modeste contre des tailleurs Alexander McQueen et des chemisiers en soie, sa posture se redressant sous le poids lourd et enivrant de la véritable autorité.
Les hommes qu'il avait autrefois regardés avec scepticisme, des capots grisonnants et des hommes de main édurcis par la rue, baissaient maintenant la tête en signe de respect sincère lorsqu'elle entrait dans la salle de conférence du domaine d'Alpine. Elle avait rationalisé leur logistique internationale, isolé légalement leurs avoirs immobiliers grâce à un labyrinthe de fiducies suisses et augmenté leurs revenus propres de 42 Mais plus important encore, elle avait gagné la confiance absolue de Roman Cavalli. Leur partenariat, initialement forgé dans le calcul froid de la survie, s'était enflammé en une romance dévorante et féroce. Roman était un homme d'une violence terrifiante. Mais avec Clara, il était intensément protecteur, traitant son intellect comme l'atout le plus précieux de son empire et son cœur comme son trésor le plus gardé. Cependant, la paix dans le monde souterrain n'est jamais qu'une illusion. Un mardi pluvieux de novembre, Clara examinait les bénéfices trimestriels d'un hôtel-boutique récemment acquis à Tribeca lorsque le chef de la sécurité de Roman, un ancien Navy SEAL imposant nommé Harrison, entra dans son bureau. Son visage était sombre. « Nous avons une faille, mademoiselle Harrington, » dit Harrison, en verrouillant la lourde porte en acajou derrière lui. « Pas numérique, humaine. » Les doigts de Clara s'immobilisèrent sur son clavier. Le froid de la pièce sembla soudain plus vif. Expliquez. Nous avons intercepté une écoute sur un téléphone prépayé appartenant à l'un de nos distributeurs de bas niveau dans le Diamond District, répondit Harrison, en posant une tablette sécurisée sur son bureau. Il parle au FBI, plus précisément à la brigade de lutte contre le crime organisé. Mais le distributeur n'est pas la source principale. Il ne faisait que confirmer des détails que les fédéraux avaient déjà. Clara fronça les sourcils, rapprochant la tablette et tapotant l'écran pour lire la transcription cryptée. Des détails sur quoi? Les comptes offshore, les façades légitimes. Des détails sur vous, Clara. La voix sombre et rauque de Roman résonna alors qu'il entrait dans le bureau, contournant complètement Harrison. Il avait l'air furieux. La cicatrice au-dessus de son sourcil gauche était d'un blanc éclatant sur sa peau rougie. Quelqu'un a fourni à l'agent spécial Thomas Ridge des informations hautement classifiées sur vos algorithmes spécifiques de restructuration de la dette. Ils essaient de monter une affaire RICO entièrement centrée sur vos manœuvres financières. Clara fixa la transcription. Les données que le FBI possédait étaient incroyablement spécifiques. Ils connaissaient les sociétés écrans des îles Caïmans. Ils connaissaient les numéros de routage exacts utilisés pour contourner les signalements de l'IRS sur les propriétés de Hudson Yards. Roman, souffla Clara, son estomac se nouant. Seules 3 personnes au monde avaient accès aux fichiers originaux non cryptés de l'affaire Hudson Yards. Moi, vous et votre père, termina Roman, ses yeux se transformant en glace noire. Mais Arthur est actuellement sous forte médication dans une clinique de désintoxication de luxe à Malibu, une courtoisie que j'ai offerte pour le faire taire. Il n'a pas eu accès à un téléphone ou à un ordinateur depuis 5 mois. L'esprit de Clara tournait à toute vitesse, traitant les variables à la vitesse de l'éclair. Arthur était hors de l'équation. Cela ne laissait qu'une seule autre personne qui avait été physiquement dans le penthouse des Harrington la nuit où elle avait rédigé la proposition initiale. Quelqu'un qui aurait pu copier le disque dur avant que Roman ne l'efface. Quelqu'un animé par une méchanceté si profonde qu'elle l'aveuglait sur le danger du jeu auquel elle jouait. « C'est Vivienne », murmura Clara, la prise de conscience la frappant comme un coup physique. La mâchoire de Roman se bloqua. « Votre sœur, elle était furieuse que vous m'ayez choisi. Elle a perdu son statut social, son avenir riche et sa fierté en une seule nuit, » expliqua Clara, sa voix se stabilisant à mesure que la logique se cristallisait. Vivienne ne se soucie pas de la justice. Elle se soucie de la vengeance. Elle veut me voir en prison fédérale et qu'elle veut voir votre empire brûler parce que vous l'avez embarrassé. Elle a signé son propre arrêt de mort, déclara sèchement Roman en se tournant vers Harrison. Trouvez-la. Je la veux au sous-sol avant minuit. Attendez. Clara se leva, ses paumes à plat sur le marbre froid de son bureau. Roman, si Vivienne est une informatrice confidentielle active pour l'agent Ridge, la toucher déclenchera une descente immédiate. Ils auront des marshals fédéraux sur cette maison avant que le sang ne soit sec. Elle utilise le FBI comme bouclier. Roman se retourna vers elle, son expression tendue par une violence contenue. Alors, que suggérez-vous?
Nous laissons une mondaine gâtée démanteler un syndicat d'1 milliard de dollars parce qu'elle fait une crise de colère. Non, dit Clara, ses yeux noisettes se durcissant en quelque chose de totalement impitoyable. Nous utilisons son arrogance contre elle. Vivienne pense qu'elle joue une partie d'échecs, mais elle ne connaît même pas les règles. Laissez-moi m'occuper de ma sœur. Le piège fut tendu avec l'élégance d'une araignée tissant sa toile. Clara connaissait intimement les faiblesses de Vivienne. L'avidité, la vanité et un besoin insatiable d'être la personne la plus intelligente de la pièce. Au lieu de se cacher, Clara ordonna à la division technique de Roman de faire fuiter un document financier soigneusement fabriqué à un associé connu du FBI. Le document laissait entendre qu'un transfert massif d'argent liquide aurait lieu dans un aérodrome privé à Teterboro plus tard cette semaine, un transfert soi-disant orchestré par Clara elle-même. C'était un appât irrésistible. Si le FBI attrapait Clara la main dans le sac avec 50 millions de dollars en argent de cartel intraçable, l'affaire RICO serait bouclée. Mais Clara n'attendit pas que le FBI agisse. Elle attendit que Vivienne fasse une erreur. Cela arriva 2 jours plus tard. Le téléphone portable crypté privé de Clara vibra. L'identification de l'appelant était bloquée, mais Clara accepta l'appel, pressant le téléphone contre son oreille tandis que Roman se tenait silencieusement à côté d'elle dans l'armurerie du domaine d'Alpine. Clara. La voix de Vivienne crépita dans le haut-parleur, haletante et tremblante. C'était une performance spectaculaire. « Clara, s'il te plaît, ne raccroche pas. »« Que veux-tu, Vivienne ?» demanda Clara, en injectant juste la bonne dose de détachement froid dans son ton. « C'est père, sanglota Vivienne. Il a eu une crise cardiaque massive. Il s'est effondré à la clinique de Malibu et ils l'ont rapatrié par avion à New York. Il est à l'hôpital New York Presbyterian. Clara, il est dans le coma. Les médecins disent qu'il pourrait ne pas passer la nuit. » Clara croisa le regard de Roman. Roman secoua lentement la tête. Ils avaient un homme à l'intérieur de la clinique de Malibu. Arthur Harrington jouait actuellement au tennis et se plaignait de la qualité des smoothies bio. L'urgence médicale était une pure invention. « C'est tragique, dit Clara, sa voix entièrement plate. Mais il n'est plus mon problème. S'il te plaît, cria Vivienne, le désespoir perçant sa voix. Il te demande. Dans ces moments de lucidité, il ne cesse de prononcer ton nom. Il veut s'excuser. Tu dois venir, Clara, juste pour 10 minutes. Je suis à l'entrée privée de l'aile A. S'il te plaît, ne le laisse pas mourir sans faire la paix. Clara laissa le silence s'étirer, jouant le rôle de la fille maltraitée et en conflit. 10 minutes, murmura-t-elle finalement. Si tu joues à un jeu avec moi, Vive, tu n'as aucune idée de l'enfer que je déchaînerai sur toi. Pas de jeu, je le jure. Viens, c'est tout. La ligne se coupa. Clara baissa le téléphone, un sourire sinistre effleurant ses lèvres. Elle n'est pas avec le FBI. Roman haussa un sourcil, attachant un Sig Sauer P226 sur mesure à son holster d'épaule. « Comment le sais-tu? » Parce que l'agent Ridge est méticuleux. Il n'autoriserait jamais une embuscade émotionnelle non enregistrée dans un hôpital civil pour appréhender une cible de grande valeur. « C'est trop désordonné, » expliqua Clara, en enfilant un élégant trench-coat noir. Vivienne s'est impatientée. Elle a réalisé que l'opération de l'aérodrome de Teterboro était dans plusieurs jours et elle voulait une gratification immédiate. Elle a contacté quelqu'un d'autre. La famille Moretti devina Roman, ses yeux s'assombrissant d'une compréhension mortelle. Les Moretti étaient une faction rivale de Brooklyn, du vieux sang qui perdait du territoire au profit de Roman depuis des années. Ils manquaient de la patience des fédéraux, mais avaient 10 fois plus de puissance de feu. Vivienne a probablement proposé de me livrer à eux, dit Clara, en vérifiant le chargeur du Glock 43 compact que Roman avait insisté pour qu'elle apprenne à porter. Si les Moretti ont votre directrice financière, ils ont les clés de tout votre royaume financier. Vivienne pense qu'ils vont juste me faire peur. Elle ne réalise pas qu'ils me tortureront pour les mots de passe du serveur et me mettront ensuite une balle dans la tête. Roman s'avança, comblant la distance entre eux. Il lui prit le visage dans ses grandes mains chaudes, ses pouces traçant ses pommettes. La violence qui émanait de lui était une pression physique dans la pièce. « Tu ne vas pas entrer dans cet hôpital, Clara. C'est une mission suicide. J'enverrai Harrison et une équipe d'intervention pour éliminer toute la racaille de Moretti qui attend dans ce parking. Si tu envoies une équipe d'intervention, Vivienne s'enfuit.
Elle réalisera que nous savions que c'était un piège. Elle se mettra sous la protection du FBI et sera une épine dans notre pied pour la prochaine décennie, argumenta doucement Clara, et se penchant contre son contact. Je dois être l'appât. Roman, elle a besoin de me voir. Quand elle pensera avoir gagné, elle sortira à découvert. C'est là que nous l'écraserons. Roman la fixa, ses yeux sombres cherchant dans les siens le moindre signe d'hésitation. Il n'en trouva aucun. La fille douce et effrayée de la salle de bal avait disparu. À sa place se tenait une reine forgée dans les feux de son propre monde sombre. Je ne serai jamais à plus de 15 mètres de toi, jura Roman, sa voix un grognement bas et terrifiant. Si un seul cheveu de ta tête est touché, je raserai cet hôpital jusqu'aux fondations. Je sais, sourit Clara, sans aucune crainte. Une heure plus tard, le SUV blindé de Clara entra dans le parking VIP souterrain de l'hôpital New York Presbyterian. L'étendue de béton était mal éclairée, sentant les gaz d'échappement et la pierre humide. Clara sortit seule du véhicule, ses talons claquants, résonnant de manière sinistre contre le pavé. Clara. Vivienne sortit de derrière un pilier de béton près des ascenseurs. Elle était vêtue d'un manteau Chanel blanc immaculé, semblant totalement déplacé dans le garage sinistre. Un sourire triomphant et vicieux était plaqué sur son visage parfaitement maquillé. « Tu es vraiment venu !» ricana Vivienne en s'avançant. « Tu as toujours été si pathétique, désespérée d'obtenir une miette de l'approbation de père. » Clara s'arrêta à 6 mètres de distance, les mains nonchalamment dans les poches de son trench coat. « Où est-il, Vivienne? Finissons-en. Oh, il est à Malibu, en train de profiter d'une pédicure. » Aux dernières nouvelles, rit Vivienne, un son dur et grinçant. Elle leva une main et claqua des doigts. De l'ombre des voitures égarées, 4 hommes émergèrent. Ils ne portaient pas les costumes bon marché des voyous de rue. Ils étaient vêtus d'équipements tactiques, portant des pistolets mitrailleurs à silencieux. Au centre se trouvait Vincent Moretti, un homme de main brutal, au cou balafré et à la réputation sadique. « Eh bien, dit Vincent d'une voix rauque, ses yeux parcourant Clara avec une intention dégoûtante. La fameuse Clara Harrington, la petite calculatrice de Roman Cavalli. Votre sœur nous a fait une offre très généreuse. Elle repart avec son fonds en fiducie restauré et nous obtenons les codes des comptes offshore de Cavalli. » Clara ne broncha pas. Elle regarda Vivienne qui vibrait pratiquement de joie malveillante. « Tu m'as vendu au cartel Moretti ?» demanda Clara, sa voix calme, se projetant parfaitement dans le garage résonnant. « Tu es vraiment déficiente en mathématiques, Viv. Pensais-tu qu'il te laisserait vraiment vivre une fois qu'il m'aurait? » Vivienne ricana. « Nous avons un accord. »« Je ne suis pas une idiote, Clara. Si vous l'êtes, gloussa sombrement Vincent Moretti, enlevant légèrement son arme. « Désolé, ma belle, pas de témoin. La famille Harrington meurt ce soir. » Le sourire triomphant de Vivienne disparut, remplacé par une terreur soudaine et totale alors que 2 des hommes armés tournaient leurs armes vers elle. « Attendez, non, ce n'était pas l'accord. Je te l'ai livré, Vivienne, dit doucement Clara, attirant le regard paniqué de sa sœur une dernière fois. « Personne ne veut de toi. » Clara appuya sur le bouton de panique à l'intérieur de sa poche de manteau et se laissa tomber directement sur le sol en béton. Le garage explosa en un enfer absolu. Les lourdes portes en acier des monte-charges derrière les hommes de Moretti s'ouvrirent avec une explosion assourdissante. Roman Cavalli traversa la fumée, un avatar de vengeance pure et sans contrôle. Il était flanqué de Harrison et de 6 de ses hommes de main les plus mortels. Ils ne négocièrent pas. Ils ne crièrent pas d'avertissement. Ils tirèrent simplement. La fusillade fut assourdissante. Un rugissement saccadé qui déchira le garage. Vincent Moretti eut à peine le temps de se retourner avant que le fusil de Roman ne déchire son gilet tactique, abattant instantanément le sous-chef. Les hommes de Moretti restants se mirent à couvert, mais ils étaient largement dépassés en nombre et stratégiquement acculés. En 45 secondes, l'escarmouche était terminée. Le béton était glissant de sang et la menace Moretti était neutralisée de façon permanente. À travers le bourdonnement dans ses oreilles, Clara sentit des mains fortes saisir ses bras, la relevant du sol. Roman la fit pivoter, ses mains vérifiant frénétiquement ses blessures. Sa poitrine se soulevait, ses yeux fous d'adrénaline et de terreur. « Je vais bien », allaita Clara en s'agrippant à ses revers. « Roman, je vais bien. » Roman laissa échapper un souffle rauque,
la serrant férocement contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses cheveux. Il la serra si fort que ses côtes lui firent mal, mais elle accueillit la pression. C'était l'encre dont elle avait besoin. Un gémissement pathétique brisa le silence. Roman relâcha Clara, son visage reprenant immédiatement le masque froid et sans émotion du Don. Ils se tournèrent pour voir Vivienne recroquevillée derrière une barrière de béton. Son manteau Chanel blanc immaculé était éclaboussé du sang de Vincent Moretti. Elle hyperventilait, les mains sur les oreilles, le mascara coulant sur son visage en rivière sombre et laide. Roman sortit son arme de poing, le clic métallique de la sécurité se désengageant résonnant bruyamment. Il marcha vers Vivienne, ses pas lourds et délibérés. « Non, s'il vous plaît !» hurla Vivienne en se pressant dans le coin. « Roman, je suis désolé. Je suis désolé. » Je ne le pensais pas. Roman pointa l'arme directement sur le front de Vivienne. « Tu as amené ma femme dans une zone de tir. Les excuses sont inutiles. » Roman atteint. Clara s'avança, posant une main douce sur l'avant-bras de Roman. Il ne baissa pas l'arme, mais son doigt se relâcha de la gâchette. Il regarda Clara, attendant son ordre. Clara regarda la sœur qu'il avait tourmentée pendant 24 ans. Vivienne tremblait de manière incontrôlable, une coquille pathétique et brisée de la mondaine arrogante qu'elle avait été. La mort serait rapide. La mort serait une miséricorde. La tuer est un gaspillage de balles, dit froidement Clara. Elle s'accroupit, se mettant au niveau des yeux de Vivienne. « Tu voulais ma vie, Vive. Tu voulais le pouvoir et l'argent. Alors, je vais te donner exactement ce que tu mérites. » Clara se leva et regarda Roman. Le domaine du Connecticut, les fonds en fiducie, la clinique de Malibu qui retient Arthur. Je veux que tout soit liquidé d'ici demain matin. Je veux que chaque centime qu'il possède soit gelé, saisi ou donné à une œuvre de charité. Je veux qu'il soit effacé du système financier. Les yeux de Roman brillèrent d'une sombre approbation. Il baissa lentement son arme. « S'il te plaît, Clara, non !» supplia Vivienne en rampant pour attraper l'ourlet du trench coat de Clara. « Tu ne peux pas faire ça. Nous n'aurons rien. Nous serons à la rue. » Clara baissa les yeux sur sa sœur, ne ressentant absolument rien d'autre qu'une conclusion froide et satisfaisante. Elle retira son manteau de l'emprise de Vivienne. « Alors tu ferais mieux d'apprendre à être à l'aise dans l'ombre, » dit Clara. Les retombées furent rapides et absolues. Au lever du soleil, le nom Harrington était complètement effacé des cercles d'élite de New York. Arthur Harrington fut expulsé de la clinique de Malibu, contraint de compter sur la charité d'un lointain cousin dans l'Ohio juste pour obtenir un billet de bus hors de l'État. Vivienne, entièrement dépouillée de ses biens, ses cartes de crédit refusées à chaque tentative, disparut dans l'anonymat écrasant de la ville qu'elle avait autrefois cru gouverner. Ils se retrouvèrent sans rien, forcés de survivre dans la dure réalité qu'ils avaient si nonchalamment moquée chez Clara. L'affaire RECO de l'agent Thomas Ridge s'effondra de manière spectaculaire. Les documents fabriqués s'étant révélés faux et son informatrice confidentielle totalement discréditée et disparue, un juge fédéral rejeta les mandats. Les façades légitimes du syndicat Cavalli furent fortifiées derrière des murs d'armure juridiques et financières impénétrables, conçus sans faille par leur directrice financière. Une semaine plus tard, bien au-dessus de la ligne d'horizon scintillante de Manhattan, Clara se tenait sur le balcon du nouveau triplex de Roman, une propriété qu'elle avait acquise pour une fraction de sa valeur marchande grâce à un brillant rachat d'entreprise. L'air de la nuit était vif, les lumières de la ville s'étendant sous elle comme un tapis de diamants. Elle le tenait d'un verre de scotch fumé d'Islay, le cristal lourd et frais contre sa paume. Elle portait une robe nuisette en soie cramoisie, ses cheveux tombant en vagues lâches sur ses épaules. Elle n'était plus le moineau effrayé. Elle était l'égale du prédateur alpha. Roman sortit sur le balcon, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière, l'attirant contre sa large poitrine. Il déposa un doux baiser sur le côté de son cou, son souffle chaud contre sa peau. « Les comptes à l'étranger à Zurich sont entièrement synchronisés, » murmura Roman, en regardant la ville qui leur appartenait. « Nous sommes intouchables. » Clara se pencha en arrière dans son étreinte, un amour féroce et protecteur gonflant sa poitrine. Elle avait tourné le dos à la lumière de la haute société et était descendue dans le monde souterrain sombre et violent. Mais dans l'obscurité, elle avait trouvé sa vraie valeur. Elle avait trouvé un homme qui brûlerait le monde en cendres juste pour la garder au chaud. « Nous le sommes,
acquiesça Clara, se tournant légèrement dans ses bras pour presser ses lèvres contre les siennes. C'était un baiser de pouvoir partager, d'avoir survécu au feu et d'en être sorti comme de l'acier. Parce que personne ne nous contrarie et ne survit. Le sang et le champagne avaient autrefois le goût d'une défaite amère pour la fille Harrington oubliée, un rappel persistant de sa place dans une hiérarchie cruelle. Pourtant, les ombres dans lesquelles elle avait été bannie n'éteignent que le creuset qui forgea sa volonté de faire. Clara Harrington n'a pas seulement survécu à la collision violente de son passé et de l'empire brutal de Roman Cavalli. Elle l'a conquis en dépouillant sa famille toxique de sa richesse et en déjouant les menaces fédérales avec une intelligence sans faille. Elle a assuré son trône. Le monde qui la jugeait autrefois indigne fonctionnait désormais strictement selon ses conditions, ses chiffres dictant le pouls du syndicat le plus redouté de la ville. Aux côtés d'un homme dont l'obscurité égalait son génie, Clara a prouvé que ceux qui sont rejetés dans les coins sont souvent les plus dangereux. Elle n'était plus la fille dont personne ne voulait.